Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire EduRénov. Donc, on va parler aujourd'hui de rénovation de bâtiments scolaires éducatifs et on va traiter de la thématique de la gestion des déchets et du réemploi dans les projets de rénovation de bâtiments scolaires avec un focus donc sur de l'innovation et des solutions durables pour la rénovation des écoles avec la présentation donc, de trois sociétés innovantes qui proposent des solutions pour voilà, avoir une meilleure gestion des déchets et mettre plus de réemploi lors de projets de rénovation de bâtiments scolaires. Donc on va avoir différentes présentations. On est ensemble pendant 1 heure. On va essayer de tenir les présentations sur 45 minutes et de garder un quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions soit au fur et à mesure dans le chat. On fera peut-être des pauses au fur et à mesure après les présentations pour prendre une ou deux questions, mais on gardera de toute façon un temps dédié à la fin d'un quart d'heure pour poser vos questions. Vous pourrez là activer votre micro et poser votre question directement ou continuer à les poser dans le chat. On fera ça au mieux pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc, moi, je travaille sur EduRénov. On aura une présentation de Benoît Lagante également, qui est directeur d'investissement à la Banque des Territoires. Joanne Hernandez, qui est directrice de projet chez ESUS. Quentin Charrois, cofondateur et président de Tree and Collect. Et Hugo Bonnet, directeur général associé de Cycle Up. Voilà, donc je vais quand même présenter rapidement EduRénov. Et ensuite, Benoît, je te passe la main pour la présentation de l'investissement à la Banque des Territoires. Alors, je me présente, Maxime Lox, moi je travaille sur le programme EduRénov. Je suis chargé de projet communauté et je m'occupe notamment de la valorisation des projets. On fait notamment avec ma collègue Céleste des retours d'expérience de projets réalisés. Donc, on a une centaine de retours d'expérience partout en France et je m'occupe également du cycle de webinaires. Donc, voilà, donc le webinaire qu'on a aujourd'hui, on vous prépare d'autres webinaires pour le premier semestre 2026 sur différentes thématiques dont je vous parlerai un tout petit peu plus à la fin de ce webinaire. Alors, EduRénov, qu'est-ce que c'est? EduRénov, c'est un programme d'accompagnement des collectivités qui a un seul objectif, c'est de faciliter la rénovation des bâtiments scolaires pour les collectivités. Et donc, on a des moyens mis à disposition par la Banque des Territoires. Notamment, on a 2 milliards d'euros qui sont prévus pour proposer des prêts. Donc, nous, on ne peut pas faire de subvention directement, mais on peut prêter de l'argent pour financer des projets. Voilà, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, on propose des prêts qui peuvent être sur du long terme pour financer les projets. Et on a également des crédits d'ingénierie. Donc, on peut financer des études d'ingénierie, un audit énergétique, un audit fonctionnel, voilà, différentes prestations d'ingénierie amont au projet pour pouvoir vous aider à, à faire maturer les projets et puis à les sortir plus efficacement. Ce qu'on souhaite, nous, c'est d'accompagner des projets qui visent au moins 40% d'économie d'énergie. C'est le critère décret tertiaire. Donc, on est aligné là-dessus. Et on voudrait accompagner 10 000 projets d'ici 3-4 ans, sachant qu'on a déjà 5 500 projets qui nous ont rejoints. Alors, ils sont pas tous finalisés, mais ils nous ont rejoints avec l'intention de faire une rénovation, sachant qu'il y a à peu près 50 000 bâtiments scolaires en France. Donc, on voudrait en accompagner 1 sur 5. Ça, c'est les grandes ambitions du programme. On essaye d'être à la hauteur de ces ambitions. Et ce qu'on propose donc à vous collectivités, c'est différents éléments pour vous aider dans cela. Donc il y a 3 éléments. C'est des ressources. Donc on fait des webinaires, on fait des guides, on fait des événements, on fait voilà, différents éléments pour donner de la matière pour aider à commencer un projet, des retours d'expérience, de l'ingénierie. Donc voilà, on peut financer à 100% des études d'ingénierie, tout un tas d'études, que ce soit des études très techniques aussi, d'ingénierie plutôt financière pour voir les capacités de financement que vous avez ou alors vous aider à chercher des subventions ou à monter des dossiers, des éléments plus juridiques, par exemple pour mettre en place un marché global de performance. Deuxième point, donc sur l'ingénierie. Le troisième point, c'est le financement. Donc, on peut faire des prêts à long terme. C'est des prêts qui sont calés sur le taux du livret A. Donc, le livret A qui est à 1,7% actuellement. On met une marge la plus faible possible qu'on puisse. Donc, on propose des prêts qui sont actuellement à 2,2%, qui vont de 20 à 60 ans. Voilà, pour la partie vraiment financement des projets. Et on est dans une logique de partenariat. Donc, on est
On a beaucoup de partenaires au sein du programme EduRénov, voilà, des partenaires institutionnels, des ministères, des partenaires d'ingénierie locale, les ALEC, les CAUE, le programme ECTE, et aussi des acteurs plus voilà, de connaissances, d'innovation, le CSTB, le CEREMA, également des partenaires privés, parce que du coup, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir voilà, activer un petit peu ce marché. Donc, on a par exemple Bouygues, Léonard, Saint-Gobain, Somfy, qui proposent des solutions aussi assez innovantes pour réfléchir à la rénovation des bâtiments scolaires. Je ne serai pas plus long pour la présentation d'EduRénov et je passe tout de suite la parole à Benoît Lagante, qui est directeur d'investissement à la Banque des Territoires. Merci Maxime. Je voulais vous présenter très très rapidement la Caisse des dépôts. Pour ceux qui ne... pour un petit rappel du groupe. Pour rappel, donc, la Caisse des dépôts, c'est un groupe qui pèse 1400 milliards d'euros d'actifs, avec énormément de filiales dans le groupe. Donc il y a la Banque des Territoires, qui est une marque pour laquelle on travaille, dont le principal objectif est de prêter de faire des prêts aux collectivités locales et aux bailleurs sociaux. Il y a CDC Habitat, qui est le premier détenteur de bailleurs de logements sociaux en France. Mais on a aussi BPI France, on détient aussi la Poste, pardon, la Banque Postale, CNP Assurance. On est aussi les premiers détenteurs de forêts d'Europe avec la Société Forestière. On détient la SET, qui fait du conseil essentiellement aux collectivités locales. On détient Transdev, une part importante de Suez. Et puis plus récemment, on a racheté Emeis, qui est l'ancien Orpea. On gère aussi toutes les retraites des fonctionnaires. Voilà, donc en fait, vous vous adressez, quand vous avez la Banque des Territoires comme cliente, vous avez aussi tous ces partenaires qui sont à vos côtés. Voilà, je vais me focaliser plus sur la direction de l'investissement. Donc, la direction de l'investissement dans le sens où on prend des participations dans des entreprises. Donc, on a trois grands pôles. On participe, on a l'immobilier. Donc, je crois qu'on finance de près ou de loin plus de 2 logements, la construction de 2 logements sur 5 en France. Il y a les infrastructures, donc tout ce qui peut être notamment les énergies renouvelables, mais aussi les réseaux de chaleur. Et on a une partie entreprise où du coup on s'adresse notamment sur l'économie sociale et solidaire, sur l'industrie, l'environnement, la transition écologique et tout ce qui est entreprise, ce qu'on appelle des SEM, où les collectivités peuvent être actionnaires aussi. Donc on a un portefeuille de 12,3 milliards d'euros. Donc quand on investit en fonds propres et en quasi-fonds propres dans un projet, du coup, on est un actionnaire assez actif des entreprises. On cherche des entreprises qui ont un impact sur les territoires. Un ticket minimum d'investissement de 1 million d'euros. Et l'objectif, c'est de faire aussi le levier sur les investisseurs privés en permettant aussi aux investisseurs privés de rentrer au capital des entreprises. L'avantage d'avoir la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts comme investisseurs, c'est qu'on est un investisseur patient. On cherche que des projets à impact et d'intérêts généraux. Pour les entreprises dans lesquelles on est actionnaire, on leur donne accès à tout notre réseau et notamment aux collectivités et aux bailleurs sociaux. On est un pont entre le secteur privé et le secteur public. Et voilà, on essaye, dans la mesure du possible, d'être un groupe au service des entreprises dans lesquelles on investit. Donc là, on va faire un focus sur notre portefeuille construction durable. Avant de passer au petit sondage. Donc, vous voyez sur la droite de l'écran. Donc, on a fait un focus sur notre programme Territoire d'innovation dans lequel on a investi dans une quarantaine de sociétés. Et sur la droite, il y a toutes les entreprises de l'aménagement et de la construction. Et donc, pour vous dire qu'on a investi dans 3 entreprises du déchet qu'on vous présente ce matin, que sont ESUS, Train Collect et Cycle Up. On va largement revenir dessus. Mais on a aussi une action importante dans tout ce qui est matériaux biosourcés, avec Wallup Trefa,
qui fait du béton de chanvre, Technologie Habitat qui fait du module 3D en préfabriqué, et Yellow qui développe la filière de la paille hachée. On est aussi investisseur chez d'autres sociétés, notamment Impulse Partners, qui accompagne des startups à l'innovation dans le secteur du BTP. Voilà, pour ne citer que très rapidement. Donc, un petit quiz, du coup, est-ce que vous connaissez Maintenant, on va s'attacher aux déchets, donc puisqu'on s'intéresse, c'est un peu l'objectif du webinaire de ce matin. Est-ce que vous connaissez la part des déchets du BTP en France, sur la totalité des déchets produits par la France? Est-ce que vous pensez que c'est plus 35%, 50% ou 75%? Je ne sais pas si tout le monde a pu répondre au quiz, ou Maxime, tu as les réponses ou... On a 47 réponses, je ne sais pas si tout le monde les voit dans le chat. 50 réponses, alors il y a une majorité de réponses à 75%, donc il y a 44% des gens qui ont répondu 75%, 36 50% et 20% 35%, et donc la majorité a trouvé la bonne réponse. Ah, voilà, et donc du coup, c'est un chiffre qui est assez impressionnant, c'est-à-dire que sur les 300 millions de tonnes, à peu près 300-350 qui sont produits en France, il y en a 3/4 qui proviennent des déchets du bâtiment, du BTP. Donc on va voir comment ça se répartit, ces 340 millions de tonnes sur la slide suivante. Et ça représente, donc le secteur du bâtiment représente 25% des émissions de gaz à effet de serre entre la construction et la consommation. Et donc en fait, sur les 300 millions de tonnes, il y a 140 millions de tonnes, donc presque la moitié, c'est des terres qui sont excavées pour les constructions neuves ou pour les chantiers. Ça peut être des tunnels, ça peut être des constructions de tramways, de métro, etc. Donc près de la moitié, c'est des terres qui sont excavées. 60 millions de tonnes, c'est des gravats, notamment issus de la démolition des bâtiments. Et 46 millions de tonnes de déchets du bâtiment, du coup, c'est dans le gros œuvre et le second œuvre. Et donc, ce qui est important pour traiter ces déchets, c'est que, on le verra après, mais bon, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, c'est la prévention des déchets. Vous voyez le slide sur la droite. Et après, si on peut les réemployer ou les réutiliser, c'est mieux. Comme ça, on prend le déchet, on le remet dans un autre chantier directement, et c'est ce qu'on va voir avec Cycle Up. Ça, c'est la meilleure façon de pas reproduire des ressources, mais ça représente aujourd'hui peut-être maximum 1% des déchets, mais Cycle Up vous en dira plus. Après, il y a tout ce qui est réutilisation et recyclage, donc là sur la terre et sur les déchets. Donc c'est là qu'ESUS traite des déchets de la terre excavée, et Trien collecte des déchets du bâtiment, de grande œuvre et seconde œuvre. Et ils arrivent à recycler, c'est-à-dire vraiment refaire un déchet, refaire une ressource à partir du déchet, ou à valoriser, c'est-à-dire brûler le déchet pour en tirer de l'énergie. Et Trien Collect arrive à recycler, à valoriser 95% des déchets, là où les personnes qui n'utilisent pas une solution comme Trien Collect sont plus aux alentours de 45-50%. Donc voilà, donc du coup, c'est important de comprendre dans les déchets la différence entre le réemploi, la réutilisation, le recyclage, la valorisation, et enfin, tout ce qui n'est pas valorisé est éliminé, et donc ça veut dire enfoui, et on verra que le coût d'enfouissement augmente et que l'espace pour l'enfouissement diminue. Donc c'est un coût qui ne va pas s'arrêter d'augmenter dans les années futures. Je fais un petit focus sur la loi AGEC, parce qu'en fait, toutes ces solutions qu'on va vous présenter, elles respectent la loi, et je fais un petit raccourci, mais je pense que tous ceux qui n'utilisent pas ces solutions ne respectent pas la loi. Donc, je pense qu'il suffit juste de demander à vos maîtres d'ouvrage, ou quand vous êtes maître d'ouvrage, de vous assurer que vos prestataires respectent la loi. Donc, d'un point de vue réglementaire, il y a 3 choses qui sont obligatoires. C'est la traçabilité des déchets, et c'est le producteur du déchet qui est responsable. Donc, s'assurer que, du coup, vous sachez exactement qui a produit le déchet. Donc, a priori, c'est le maître d'ouvrage, et où est-ce qu'il a été. Et donc, du coup, il faut savoir à n'importe quel moment où est le déchet que vous avez produit.
Il y a un tri-set flux à respecter sur les chantiers. Donc, s'assurer que le métal, le plâtre, le bois, voilà, tous les différents flux soient bien triés et triés à la source sur le chantier, parce que s'ils sont triés à la source, du coup, vous pouvez facilement les recycler. S'ils sont mélangés, vous ne pouvez plus les retrier ensuite. Donc, simplement respecter le tri-set flux, c'est-à-dire peut-être s'assurer qu'il y a un bac par type de déchet, mais je pense que Try and Collect reviendra largement dessus. Et enfin, maintenant, ce qui est obligatoire pour tous les chantiers de plus de 1000 m² avant la déconstruction ou la rénovation, et donc du coup, j'imagine que beaucoup d'écoles sont concernées, c'est de faire un diagnostic PEMD, donc un plan emploi matériaux déchets. Et donc ça, c'est là où Cycle Up rentre en jeu, parce qu'ils sont spécialisés dans les diagnostics PEMD, où ils vont faire un diagnostic de qualité qui va permettre d'optimiser tous les déchets qui vont pouvoir être réemployés, donc réutilisés sur d'autres chantiers, et en identifiant des exutoires pour ces déchets, et parfois même reconditionner certains déchets afin qu'ils soient bien réutilisés. Donc, d'un point de vue économique, c'est important aussi, parce que du coup, il y a quand même des dispositifs grâce à la taxe sur les écomatériaux et aux organismes qui gèrent cette taxe, de pouvoir diviser, limiter le coût des déchets quand ils sont triés. Et par contre, quand ils ne sont pas triés, on voit qu'il y a une augmentation de 200% entre 2019 et 2022, et ça continue d'augmenter. Donc, je ne sais pas combien on est à la tonne aujourd'hui, mais Quentin vous le dira. Et il faut savoir que les capacités d'enfouissement sont divisées par 2. L'objectif, c'est d'arriver à 90% de matières valorisées en réemploi, recyclage et valorisation énergétique. Et c'est possible, puisque Try and Collect, ESUS et Cycle Up le font au quotidien. Donc maintenant, je vous laisse découvrir les 3 sociétés, donc ESUS, Try and Collect et Cycle Up. ESUS, qui valorise et réutilise un maximum les terres de chantier. Johan vous expliquera un petit peu comment ça se passe chez ESUS. Try and Collect, qui valorise les déchets de chantier, donc tout ce qui est gros œuvres et seconds œuvres, avec une méthode très particulière. Et Cycle Up, qui optimise le réemploi et favorise l'économie circulaire dans les déchets de chantier. Voilà, merci beaucoup. Merci Benoît. Je passe la parole à Johan. Merci Benoît. Bonjour à tous. Alors, quand on parle de chantier de rénovation d'école, et je dirais même quand on parle de chantier au sens large, on pense rarement à la problématique des terres. Pourtant, sur ces chantiers, rénovation d'école ou aménagement au sens large, que ça passe par des extensions, des créations de parking, des réfections de réseaux enterrés, des aménagements de cours de récréation, par exemple, on peut générer des volumes de terre excavés. Et du coup, ces matériaux qui sont souvent invisibles dans le discours, ils font quand même partie du cycle du chantier. Et il faut aussi noter une notion importante, c'est que toute terre excavée qui sort de l'emprise de son site de production prend le statut de déchet. C'est aussi ce qui appuie la nécessité d'une gestion rigoureuse et responsable des terres excavées en sortie de chantier. Merci Maxime. Donc pour un chantier scolaire, la gestion des terres, elle soulève plusieurs enjeux. Le premier, c'est la conformité et la traçabilité. Benoît en a parlé rapidement juste avant en parlant de la partie réglementaire, mais chaque exutoire doit être autorisé, légal et adapté à la nature des terres. La traçabilité, elle est obligatoire et je dirais même qu'elle est indispensable pour pouvoir maîtriser l'ensemble du flux de terre et pouvoir s'assurer que chaque qualité de terre différente est orientée vers le bon exutoire. L'autre élément qui est important, c'est que le producteur du déchet, donc le maître d'ouvrage, il est responsable de la gestion de son déchet, hein, donc de ces terres excavées, jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. Donc je pense que ça, c'est quand même une notion importante à relever. Le second enjeu, ça va être la durabilité. Il faut vraiment voir les terres comme une ressource. Elles peuvent être valorisées en remblai technique, en remblai paysager. Elles peuvent être utilisées dans des travaux de voirie ou même pour la production d'écomatériaux. Aujourd'hui, ça se développe fortement, mais on produit de la terre végétale recyclée à partir
de terre d'excavation et d'amendement, par exemple. Donc, ça permet quand même de limiter les extractions qui pèsent sur les matières, sur les ressources naturelles. On peut également utiliser la terre et ça date pas d'aujourd'hui dans la construction en terre crue. Donc c'est vrai que ça se redéveloppe fortement, mais ça a plus ou moins toujours existé, si on peut le dire comme ça. Le dernier point, ça sera l'anticipation et le pilotage. Nous, chez ESUS, on remarque que 70% des chantiers qu'on accompagne démarrent sous un délai assez court, moins d'un mois en général. Et bien que les acteurs y soient conscients des bénéfices de la valorisation, faute de temps ou de caractérisation des terres suffisante en amont, les acteurs ils vont être souvent obligés de se rabattre sur des solutions classiques qui vont répondre purement aux besoins d'urgence et du coup se tourner vers des solutions d'élimination. Donc c'est vraiment important que le maître d'ouvrage y prenne le sujet en main dès la phase projet, de bien caractériser les sols, de prévoir les budgets et d'intégrer la gestion des terres dans les documents de marché, évidemment en se faisant accompagner d'un bureau d'études spécialisé. Chez ESUS, nous, on est convaincus que caractériser plus finement en amont, c'est un investissement. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur la qualité des sols, donc moins de surprises en phase chantier et du coup un budget mieux maîtrisé. Et ça permet surtout une meilleure anticipation du panel de solutions de valorisation qui va être disponible en exécution, du coup, pour faciliter le travail des entreprises en phase travaux. Maxime, merci. Alors, ESUS, c'est une société privée qui se consacre depuis plus de 15 ans à la gestion opérationnelle des déblais de terre. Nos clients, c'est essentiellement des entreprises de travaux et de terrassement à qui on propose une solution clé en main pour l'évacuation des déblais. On intervient, vous l'aurez compris, en bout de chaîne. Du coup, on est vraiment confronté aux problématiques opérationnelles de ces entreprises de travaux. Chaque année, on gère 2,5 à 3 millions de tonnes de terre excavées, donc 2 millions de tonnes qui sont gérées en France, le reste sur l'Angleterre, la Suède, la Suisse et l'Allemagne. Sur ces 2,5-3 millions de tonnes, on va avoir essentiellement des terres inertes, mais également des terres polluées. Donc, on est vraiment capable d'intervenir sur toutes les typologies de terres. Et du coup, notre cœur de métier, vous le voyez ici, hein, il repose sur l'identification des exutoires adaptés, l'organisation et l'optimisation logistique, et en dernier lieu, la traçabilité, donc toute la partie gestion documentaire qui est associée à cette traçabilité, et du coup, la garantie de la conformité et de la bonne gestion de ces terres. Merci Maxime. Donc la clé de notre performance, bon, elle passe évidemment par nos équipes, hein, mais elle passe aussi par notre plateforme digitale, qu'on peut dire être finalement au service du terrain. C'est vraiment ça notre spécificité, c'est qu'en fait cette plateforme, elle est développée depuis 2008 et elle est conçue pour piloter et structurer l'ensemble du flux de terre. Donc elle va reposer sur 3 blocs qui sont interdépendants. Le premier, c'est une base de données interne qui va centraliser toutes les informations qui sont nécessaires à la gestion des terres, donc les informations de chantier, des transporteurs, donc un panel assez large de transporteurs pour répondre aux besoins, et les centres de collecte ou de valorisation avec toutes leurs contraintes et leurs disponibilités. La conformité de chacun des exutoires, elle est contrôlée préalablement à l'entrée dans cette base de données. Et cet outil-là, il permet aussi de mutualiser les offres et les demandes en terre pour essayer de maximiser les échanges entre sites et donc le déblai-remblai sur les terres excavées. L'outil numéro 2, c'est un outil de pilotage d'activité qui va tout simplement permettre de planifier les flux entre les chantiers, les transporteurs et les centres, et qui va permettre d'avoir un suivi opérationnel qui soit efficace. Et le dernier, du coup, c'est une surcouche d'intelligence artificielle qui est appliquée à la logistique, qui va en fait prendre en compte les contraintes opérationnelles de type horaire de chantier, accès type de camion, horaire d'ouverture des centres, et qui va chaque jour identifier les trajets les plus pertinents en mutualisant les besoins des différents clients et des différents chantiers. Cet outil va aussi anticiper les aléas routiers pour optimiser les déplacements. Donc en fait, on va créer des boucles logistiques qui sont synergiques
Et ça veut dire qu'un camion qui évacue des terres, il peut, contrairement à une solution classique où on va évacuer sur un site et le camion va rentrer au chantier initial à vide, ici, sur le trajet retour, on va essayer de mutualiser avec les autres chantiers et aller collecter des matériaux à proximité pour limiter le temps de roulement à vide du camion sur le trajet retour. Le but étant du coup de réduire les distances et le nombre de camions sur la route et pourquoi pas aussi les nuisances à l'occasion. Donc, pour notre accompagnement en amont, on va accompagner le client sur la réalisation d'analyses complémentaires de sol, donc pour affiner les orientations de terre et la qualité des sols, le budget et pour du coup pallier à d'éventuels manques de caractérisation dans les dossiers de consultation. On va identifier les solutions adaptées en amont. En phase chantier, du coup, on va organiser, optimiser les flux logistiques. Et tout au long du chantier, on met à disposition des entreprises de travaux un interlocuteur unique pour la mise en place des documents de traçabilité, mais aussi pour la gestion quotidienne des évacuations et des commandes de camions, par exemple. Pour quelques chiffres, du coup, on a un taux de valorisation moyen chez US de 84%. La loi AGEC sur les terres excavées, l'objectif est fixé à 70 pour information. On gère 20% de terres en valorisation locale. Donc ici, on parle de déblais, remblais, de site à site directement. Donc on parle de réutilisation. Et du coup, en termes de logistique, on va mobiliser plus de 150 camions quotidiennement avec un nouveau record en 2025 de 650 tours à réaliser sur une même journée. Et du coup, pour donner un ordre d'idée au niveau annuel, ça représente 180 000 tours de camions. Merci Maxime. Du coup, on va finir sur un peu de nouveautés. ESUS a récemment pris une nouvelle position qui est structurante. On développe dorénavant notre propre réseau de sites de réception de terres excavées en valorisation, donc toujours dans l'optique de diversifier le panel de solutions qui est mis à disposition des clients. Notre ambition à terme, c'est de mailler le territoire francilien avec des sites de réception en valo de terre. Et vous retrouvez ici l'exemple du site de Vilo 3, qui du coup est la première pierre de ce nouveau réseau en construction. L'objectif de ce site, du coup, c'est de réutiliser des terres d'excavation franciliennes pour le réaménagement d'un terrain agricole. Donc en fait, ce terrain, il a été extrait pour des calcaires qui intéressaient un carrier il y a plus de 20 ans. Et le terrain a été en fin d'exploitation, n'a pas été remis en état dans sa configuration initiale, ce qui a laissé une dépression topographique assez forte. On retrouve un dénivelé d'un peu plus de 8 mètres en centre de parcelle, donc qui crée évidemment des contraintes d'exploitation, mais aussi de rendement. Et du coup, ici, on va venir réutiliser les terres d'excavation pour reniveler le terrain et redonner sa fonctionnalité agricole une fois les travaux terminés. Donc, en fait, l'impact, il est assez simple, hein. Il va faciliter l'exploitation pour l'agriculteur une fois que les travaux seront réalisés, mais ça va aussi permettre de limiter les pentes, donc limiter l'érosion, limiter les besoins en intrants phytosanitaires pour avoir des rendements qui sont acceptables. Et du coup, on va aussi permettre une meilleure répartition des eaux. Voilà pour ce projet. Donc, j'espère que j'ai pu vous montrer qu'on pouvait avoir une gestion des déchets ou des terres, en tout cas, qui puisse être innovante en étant performant et en gardant un impact environnemental qui soit positif. Merci beaucoup, Johan. C'était très clair sur la partie valorisation des terres. On a eu quelques questions. On va prendre 2 questions. On ne va pas être trop tardé puisqu'on prend déjà un tout petit peu de retard. Il y a une question qui était sur les tri des déchets, mais je pense que ce sera pour Quentin dans la seconde présentation, donc on la prend pas maintenant. Mais il y avait 2 questions. Alors, je les lis et on essaie de les prendre très rapidement. Alors, est-ce qu'il y a une taille minimale pour un chantier, pour la valorisation des terres? Est-ce que c'est que les gros chantiers ou est-ce que les petits, ça fonctionne aussi? Pas Et du est-ce tout. que du coup, quand on fait une déminéralisation d'un sol, parce qu'il y a beaucoup de chantier uniquement sur la partie on veut faire une cour végétalisée, est-ce que du coup on se pose des questions aussi sur les terres à ce moment-là? Voilà, 2 questions. Alors, je suis désolée, j'ai pas très bien entendu pour la deuxième partie. Je vais déjà Euh, répondre sur la oui. première. Donc non, hein, évidemment, il n'y a pas du tout de chantier
avec un volume minimal. Nous, chez ESUS, on gère autant des chantiers de 50 tonnes que des chantiers de 200 000 tonnes. Il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Le tout, c'est de caractériser les sols pour pouvoir anticiper les solutions de valorisation. Donc, il n'y a pas du tout de limite là-dessus. Ok. Et du Et coup, la si je peux deuxième reprendre la question, deuxième question. oui, la deuxième question, c'était si on a un chantier, si on veut déminéraliser la cour pour la végétaliser, est-ce que du coup, on se pose aussi la question de la gestion des terres? Enfin, si on veut faire une déminéralisation de la cour d'école, comment on s'y prend pour la gestion des terres dans ce cas-là? Alors, pour le coup, si on veut revégétaliser, effectivement, on peut déjà passer par la phase d'extraction de la matière en général qui va être asphaltée ou bétonnée. Il n'y aura pas nécessairement, effectivement, dans ce cas précis, de nécessité d'excavation, encore que il est possible qu'on puisse venir gratter sous la couche de surface pour pouvoir remettre en place une terre végétale, par exemple, par la suite, ou obtenir une épaisseur de terre végétale qui soit suffisante pour pouvoir engazonner la zone. Ok, ben merci pour les réponses et pour la présentation. Il y a quelques autres questions. Tu peux peut-être répondre au fur et à mesure dans le chat directement, mais sinon on prend à la fin un temps de questions-réponses dans tous les cas. Je vous propose qu'on enchaîne. On a pris un tout petit peu de Très bien. retard, mais on est quand même bien. Quentin Charrois, donc de la société Try and Collect, qui est cofondateur et président. Quentin. Oui, bah bonjour à tous, enchanté de faire votre connaissance. Et donc, je vais, après les terres de chantier, vous l'avez compris, on va vous emmener vers les déchets de réhabilitation et de construction. Et donc, je vais tout de suite commencer par présenter l'entreprise. Donc, Train Collect, c'est une entreprise à mission. C'est fixé comme raison d'être de préserver nos ressources et d'éviter l'enfouissement. Préserver nos ressources parce que, voilà, l'exemple ici, c'est que il n'y a plus de sable dans les carrières, ou très peu. Et donc aujourd'hui, on est obligé de prendre le sable au fond des océans pour la construction en particulier. Et donc plus on va valoriser nos déchets, moins on aura besoin enfin, de prélever dans la planète des matériaux. Et puis éviter l'enfouissement parce que quand on trie pas bien nos déchets, en fait, ils finissent dans des trous. Et donc, c'est de la perte sèche pour la planète. Voilà. Et donc, comme le bâtiment, c'est 46 millions de tonnes et que c'est 50% des matières premières qui sont extraites pour le bâtiment en France, eh bien, on pense que mieux gérer ces déchets est fortement et très important pour l'environnement. Alors, il y a une collecte, si tu veux passer à on collecte en gros 5000 tonnes par mois, on est 130 collaborateurs, on a 17 établissements partout en France pour vous accompagner dans la gestion des déchets. En permanence, 4000 chantiers en cours. On gère 16 flux de déchets différents et on a un taux de valorisation global de 94% que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, quels sont vos enjeux? Vous avez des écoles donc à rénover. Il y a en fait trois enjeux majeurs pour vous, puisque vous êtes maître d'ouvrage. En tant que maître d'ouvrage, vous avez des objectifs minimaux de valorisation des déchets de chantier. Il y a un enjeu réglementaire dont a déjà parlé Benoît, je vais revenir dessus un peu plus en détail juste après. Et puis, il y a un enjeu économique, ça vous l'avez aussi compris au travers de la présentation de Benoît, mais les déchets coûtent de plus en plus cher, et donc si vous voulez maîtriser finalement le coût de traitement des déchets, c'est important de bien prendre en compte ce sujet-là en amont. Alors, si on descend dans la partie réglementaire, il y a la loi, donc si tu peux passer, Maxime. Merci beaucoup. Donc, l'enjeu réglementaire, vous avez le tri 9 flux qui est obligatoire en fait et qui peut aller jusqu'à 75 000 euros d'amende. Donc là, c'est la loi AGEC qui a été présentée juste avant, depuis 4 ans. Il y a aussi la traçabilité des déchets. Alors, la traçabilité des déchets, c'est vraiment important aussi parce que ça évite les dépôts sauvages. C'est-à-dire le fait que vous ayez une traçabilité des déchets, vous êtes sûr que les entreprises sous-traitantes enfin, de bien maîtriser vos déchets. Donc, du coup, si vous n'avez pas de traçabilité, il y a toujours ce risque que les entreprises sous-traitantes puissent éventuellement faire des dépôts sauvages. Il y a le diagnostic PEMD, je pense que Hugo reviendra dessus pour Cycle Up juste après, mais c'est important aussi quand on fait des grosses réhabilitations d'identifier les gisements qu'on pourrait réemployer ou les gisements qu'on peut recycler. Et puis, alors vous n'êtes pas concerné, mais il y a maintenant aussi des reportings extra-financiers sur les directives européennes.
Donc voilà, un enjeu réglementaire assez fort sur la maîtrise de gestion des déchets. Cet enjeu, il est pour le maître d'ouvrage. La responsabilité vraiment incombe au maître d'ouvrage. Alors concrètement, Train Collect, comment on fait? Alors le standard aujourd'hui, c'est de mettre des bennes, notamment face aux de mettre des bennes au pied de chantier, et les artisans mettent les déchets dans la benne. Ça, c'est un peu le standard. 95% des chantiers se passent comme ça. Et en fait, ça génère beaucoup de problèmes en aval pour la valorisation des matières, parce que comme vous pouvez le voir dans cette benne, il y a du plastique, du carton, du métal, et quand c'est mélangé ensemble, ça se souille, et du coup, ça devient extrêmement difficile à trier et à valoriser. Alors, ce qu'on propose chez Train Collect, c'est d'enlever les bennes en mélange et de mettre à la place des stations de tri. Les stations de tri permettent de trier matière par matière tout ce qu'on va trouver comme déchets sur votre chantier et ensuite, évidemment, envoyer ces matières, une fois qu'elles ont été triées à la source, vers des filières de recyclage. Alors, je vais vous montrer un exemple de chantier en image, des chantiers Train Collect. Donc, nous, on s'adapte sur tout type de chantier. Donc là, à gauche, c'est un chantier de type logement neuf, où on installe en fait une station de tri. Vous voyez une benne gravat, une benne ferraille, une benne bois, et puis des contenants un peu plus petits pour les cartons, les films plastiques, les gaines électriques, les PVC. Mais on est aussi capable, en zone occupée, de mettre en fait des systèmes de bacs roulants, de chariots, de racks, de rolls, qui permet, pareil, toujours avec une signalétique très claire, finalement trier les déchets à la source pour pouvoir mieux les valoriser. Tu peux passer. Alors, Train Collect, c'est pas juste parce qu'on met des contenants en fait qu'on va avoir du tri sur chantier. La spécificité de Train Collect, c'est d'avoir un accompagnement humain. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de vous accompagner à adapter les contenants, adapter les matières au fil de l'évolution du chantier. Puisque en phase gros œuvre, vous avez plutôt du gravat et en phase de finition, vous avez plutôt de la peinture. Et donc, en fait, en fonction des phases de chantier, eh bien, il est évident que nous, on va venir adapter nos stations de tri pour qu'elles répondent aux besoins du chantier et de faire en sorte que tout se passe bien. Donc, on a des équipes dédiées qui viennent vous visiter pour sensibiliser les entreprises, animer, former, ajuster la signalétique pour que le tri se fasse tout au long du chantier. Une fois qu'on a trié les déchets, alors la première objectif, Benoît le disait, c'est de réemployer les matériaux, hein. C'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec Cycle Up en particulier sur les sanitaires et avec d'autres acteurs sur d'autres types de matériaux. Mais effectivement, là, on vient de déposer 400 portes sur la Tour de Bretagne à Nantes et ces 400 portes partent chez un industriel pour être à reconditionner et puis revendues in situ. Donc voilà, donc dans cette phase de chantier, on va aussi être capable de vous accompagner sur une dépose préservante permettant de conditionner la matière pour que Cycle Up puisse faire son travail de reconditionnement et de revente. Si le matériau n'est pas réemployable, donc c'est la slide d'après, eh bien en fait on va envoyer les déchets en recyclage. Donc une fois qu'on a encore une fois collecté les déchets qui auront été triés sur chantier, on va les envoyer vers des usines de recyclage. Exemple, quand vous mettez en œuvre des plaques de plâtre, il y a souvent des chutes, hein, parce qu'on fait des découpes, et donc ce plâtre va partir chez Saint-Gobain Placoplâtre ou chez Signat, enfin ça dépend un peu de l'endroit où vous êtes, mais en tout cas tous les industriels qui produisent des plaques de plâtre aujourd'hui intègrent dans leur fabrication des plâtres issus des chantiers. Et ça, c'est vrai pour tous les déchets, que ce soit la laine de verre, les PVC, les plastiques, etc. Donc, quand c'est pas réemployé, c'est recyclé. Et le troisième pavé, c'est la traçabilité. Et donc, avec Train Collect, évidemment, vous avez accès au registre réglementaire de déchets qui vous permet de justifier de la traçabilité des déchets. Et on vous propose des petits bilans de performance de chantier que je vais vous présenter juste après. Alors là, du coup, je voulais vous montrer très concrètement que nous avons complètement alors, nous avons accompagné la ville d'Angers sur le groupe Voltaire, qui était une rénovation complète, une réhabilitation complète d'une école. Et donc, nous les avons accompagnés à la fois sur la dépose sélective, c'est-à-dire que nous avons, comme vous pouvez le voir, palettisé des menuiseries.
que nous avons ensuite envoyés vers des filières de réemploi. Mais nous avons aussi derrière, dans la phase de reconstruction, une fois que ça a été curé, il a fallu remettre en œuvre des matériaux pour réhabiliter. Et donc, nous avons mis en œuvre nos stations de tri. Et donc, nous avons collecté sur ce chantier 415 tonnes de déchets. Ça représentait 2000 mètres cubes, avec un taux de valorisation global de 92% et une valorisation matière de 86%. Voilà, donc ça représente 67 tonnes de tonnes de CO2 évitées parce que tous ces matériaux vont être réintégrés en fait dans des filières de réemploi ou de recyclage. Voilà. Donc vous avez ici un exemple concret que réhabiliter une école avec Train Collect, c'est tout à fait possible. On l'a fait, il y a un exemple, mais on l'a fait plusieurs fois. On a fait des collèges, des écoles, on a fait beaucoup de bâtiments publics. Et on travaille d'ailleurs en partenariat très souvent avec Bouygues Construction, avec Vinci, avec Eiffage, qui sont des clients pour nous et qui effectivement nous font confiance sur ce genre de chantier. Voilà Merci. pour la présentation. Merci beaucoup, Quentin. Très, très clair et bien complémentaire à la première présentation. Et on voit le signe de la suivante. Donc, ça fonctionne bien. Il y avait deux questions. Donc, une auquel tu as déjà répondu sur la partie dépôt saunier. Donc, oui, c'est possible. Et il y avait une question sur entre 7 et 9 tri. C'est quoi, du coup, la différence entre les 7 et 9? Et il y en avait une autre, c'était sur la partie dans une gestion des déchets sur une rénovation d'école. Est-ce que c'est possible de faire de la pédagogie? De profiter du chantier pour faire des ateliers de pédagogie auprès des élèves pour leur expliquer les métiers du chantier et pourquoi c'est important de recycler à la maison et aussi sur un chantier. Alors, très bonne question. Donc, c'est quoi la différence entre 7 flux et 9 flux? C'est les 9, enfin, de passer de 7 à 9, les deux flux supplémentaires sont le textile et les déchets compostables. Donc, il y en a assez peu sur chantier. Donc, du coup, souvent, on fait, effectivement, sur chantier, on met en place ce qu'on appelle le tri 7 flux. Voilà. Mais la réglementation globale générale, ça s'appelle le tri 9 flux. Mais voilà, comme il y a très peu de textile et très peu de déchets organiques sur chantier, ça s'applique pas. Pour ce qui est de la formation, évidemment, nous, on a à cœur de sensibiliser les générations futures sur ces enjeux. Et donc, nous avons de nombreuses fois organisé, quand l'opportunité se présente, des petits ateliers d'animation avec les élèves pour pouvoir leur présenter la démarche et l'impact que cela a pu générer. Donc, évidemment, avec très grand plaisir, on pourrait mettre ça en place. Enfin, on l'a déjà fait d'ailleurs. Merci beaucoup. Du coup, on passe à la troisième présentation, troisième et dernière présentation. Donc, Hugo Bonnet, qui est directeur général associé chez Cycle Up. Oui, bonjour. Donc, je vais vous parler de Cycle Up aujourd'hui. On peut passer déjà à la slide suivante. Pour se présenter simplement, nous, on fait du réemploi de matériaux de construction. Donc, on est une jeune entreprise, enfin jeune, on est de 2017. Finalement, on est un peu des vieux sur le réemploi, si on peut passer encore à la suivante, qui œuvre dans un seul et unique objectif depuis toujours, qui est de massifier la pratique du réemploi de matériaux de construction. Et j'utilise bien le terme massifier, puisque notre objectif à nous, c'est que ça devienne une pratique systématique sur l'intégralité de tous les chantiers. Que ce soit des chantiers de déconstruction, de rénovation ou de construction neuve, on est à chaque fois capable de mettre en œuvre des démarches de réemploi. On le fait du coup, si on passe à la suivante, selon 3 piliers. La première chose, c'est qu'on a une équipe conseil et études qui est composée d'une vingtaine d'ingénieurs et d'architectes qui est là pour accompagner tous les acteurs de la construction, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, à intégrer une démarche, une pratique du réemploi sur leur projet. Je vais y revenir un petit peu plus par ailleurs. Le deuxième sujet, c'est qu'on a développé une application de diagnostic PEMD, donc vous en avez entendu parler par Benoît et par Quentin, qui s'appelle Diagit. Vous pouvez la télécharger, elle est en libre accès si vous l'utilisez en compte solo. Mais derrière, c'est une application qui permet du coup de pouvoir faire ce fameux inventaire des matériaux sur les projets. On a en dernier lieu, et c'est peut-être là où on va pouvoir en parler un peu plus particulièrement, c'est que nous sommes des négociants de matériaux de réemploi, et donc on fait du commerce de matériaux de réemploi, autant des matériaux bruts issus de chantiers de déconstruction et de curage que des produits reconditionnés.
Et en particulier, vous avez une magnifique photo de toilette sur votre écran, c'est que nous reconditionnons des équipements sanitaires en céramique blanche dans nos ateliers. En parallèle, nous sommes donc une entreprise à mission et on est un agrément ESUS, parce que finalement, l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire sont des enjeux qui se ressemblent et qui permettent de se combiner. Voilà. Donc pour ce qui est des conseils et des études, si on passe à la slide suivante, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On fait les fameux diagnostics PEMD. Donc je le redis, c'est un diagnostic qui est aujourd'hui obligatoire pour toute déconstruction et rénovation de plus de 1000 m², mais qui peut quand même être mis en place pour des déconstructions et des rénovations qui sont un peu plus petites que ça. L'objectif dans ce diagnostic, c'est l'étape première avant une phase de curage, c'est d'identifier tous les matériaux qui ont un potentiel de réemploi et de valorisation au sens plus large, de les caractériser, de les prendre en photo, et de commencer à se dire, voilà, avec lesquels je pourrais conserver déjà dans un premier temps pour faire ce qu'on appelle du réemploi in situ, et lesquels ont un potentiel de revente, et donc là, on va parler de réemploi ex situ. Ensuite, on intervient concrètement sur les projets en tant qu'AMO et BET réemploi. Donc, on intervient dans toute la France. On a des bureaux à Marseille, à Lyon et à Paris, mais on a des projets un peu partout, à Bordeaux, à Rennes, à Toulouse, etc. Et donc là, on se positionne en tant qu'AMO ou en tant que BET. Donc, on vient sur toutes les étapes d'un projet, de programmation pour définir des objectifs de réemploi, de conception pour être capable de concrètement dire comment est-ce qu'on va mettre en œuvre des matériaux de réemploi dans les projets de travaux. Ensuite, à une échelle un peu plus large, on fait de la stratégie économie circulaire, plutôt à l'échelle d'un patrimoine ou d'un territoire, donc auprès de collectivités de plus ou moins grande taille, de métropoles, de régions, de départements, pour être capable de tracer une stratégie, voilà, vraiment un schéma directeur des matériaux à plus ou moins long terme sur ce territoire ou sur ce patrimoine. Et au final, on a aussi une activité dans la partie conseil qui est des études de faisable pour la mise en place de plateformes de réemploi. On le fait notamment pour la FAB à Bordeaux. On l'a fait aussi pour Lille, pour la métropole de Lille. Donc vraiment de se dire qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre comme lieu physique pour accélérer le réemploi dans mes projets. Si on passe à la suivante, on va parler maintenant de commerce de matériaux de réemploi reconditionnés. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement? On a 3 ateliers. Un atelier à Paris, à Noisy-le-Sec, un autre à Lesquin dans le 59, un autre à Vénissieux dans le 69. Ceux de Lesquin et Vénissieux, ce sont des ateliers qui sont 100% en insertion. Et notre objectif, c'est de reconditionner des matériaux de réemploi. On en a fait 700 en 2023, 3000 en 2024, 4500 en 2025, et l'année prochaine, on veut miser jusqu'à 15 000 unités d'équipements sanitaires reconditionnés sur ces 3 régions. Suivante. Comment est-ce que ça se passe sur un projet? Vous, en tant que maître d'ouvrage, vous avez besoin de mettre en place dans vos marchés, d'intégrer des clauses spécifiques liées au réemploi, de l'écrire concrètement sur vos CCTP, de le mettre en place dans vos pièces de prix. D'ailleurs, on peut vous accompagner pour ça sur la partie AMO. L'entreprise de curage dépose les produits. Nous collectons tous ces équipements sanitaires, on vient les reconditionner dans nos ateliers, et derrière, vous avez des produits qui sont reconditionnés à installer par vos entreprises de travaux. Suivante. Donc on le fait, voilà, donc vous avez donc ici toutes les phases de nettoyage, de finition. On vient démonter toutes les pièces d'usure à l'intérieur. Finalement, suivante. Donc vous avez des toilettes qui arrivent dans un certain état, et je vous assure que c'est pas les photos les plus sales qu'on vous ait montrées. Et à la fin, vous avez un produit qui est comme neuf, si on voit sur les photos suivantes. Voilà, donc vous avez tout un ensemble de produits là qui sont reconditionnés. Suivante. Donc, quels sont les produits concernés? On a les WC sur pied standard, les lavabos, tout équipement en fait en céramique blanche. D'ailleurs, on peut aussi avoir des WC de petite taille pour les adapter concrètement aux écoles. Sur la slide suivante, vous verrez aussi donc les différents composants. Donc on vient avec une fiche technique produit qui est comme une fiche technique d'un produit neuf. Et sur cette fiche technique, tout est important puisque vous avez l'impact carbone économisé. Alors sachez que si vous êtes dans le cadre RE 2020, l'impact carbone de votre produit de réemploi, c'est 0. Nos produits sont garantis 2 ans. Et surtout, ils sont fabriqués, enfin disons reconditionnés en France, dans des ateliers en France. Et si on va sur la slide suivante,
Là, c'est un projet en particulier. Alors, c'est mal ressorti sur la partie du bas, mais on est intervenu notamment sur cette école à Marseille, où il y a eu tout le panel de Cycle Up s'est positionné. Donc, on est venu en tant qu'AMO, on a fait le fameux diagnostic PEMD, on a inscrit dans les CCTP des clauses spécifiques liées aux matériaux de réemploi. Et au final, sur ce projet, en réemploi ex situ, on a eu tout ce qui était mobilier, luminaire et clôture. Tout ça a été trouvé des preneurs à l'extérieur. On a conservé sur le site tous les projecteurs, une certaine partie des clôtures, portails et portillons, une certaine partie des mobiliers et une petite partie de WC qui ont du coup été reconditionnés pour ensuite être réinstallés dans le projet. Et on a complété donc tout ce projet avec des durées emploi rapportées. Donc on a ramené tout ce qui était copeaux, tuteurs et platelage pour faire les aménagements extérieurs. Voilà. Donc c'était une grosse école, hein, parce que c'est quand même 5000 m² avec un montant de travaux de 11 millions. Mais là-dessus, on a réussi à économiser plus de 11 tonnes de CO2 sur l'intégralité du projet. Ce qui en fait quand même, ce qui est assez intéressant dans ce cadre. Voilà, donc j'ai fait exprès d'aller un tout petit peu plus vite puisque il me semble qu'on est un peu pris par le temps. Oui, merci beaucoup. Mais pour pouvoir laisser la place aux questions et aux réponses. Merci beaucoup, Hugo. C'était très clair. On a parfaitement compris, je pense. Il va y avoir des questions. Il y a déjà une question qui est arrivée dans le chat, mais pour ceux qui veulent peut-être poser leurs questions directement, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un bouton au milieu de votre écran en haut qui est lever la main. Donc vous pouvez cliquer dessus. On vous donnera la main, du coup, la parole au fur et à mesure pour pouvoir poser votre question si vous le souhaitez. Sinon, on prend les questions du chat. Et je vais peut-être les Ouais. poser moi au fur et à Bon, mesure. Donc, il y avait une question, Hugo, sur la partie de comment est-ce qu'on fait pour garantir ah les ben, matériaux de réemploi. Est-ce que du coup, on prend un matériau, mais on ne sait pas si il va bien fonctionner ou il ah y a bah une si, garantie qui est donnée? il est garanti. Notre produit est garanti 2 ans. Comme l'intégralité des produits qu'on revend, ils sont garantis. Je sais pas si ça a répondu à votre Très question, bien. mais, Je pense très bien. mais Ouais, le produit est garanti. au même titre qu'un matériau neuf en fait, hein. Quels sont les débouchés sur pied, sachant que la majorité des sanitaires installés sont des bâtis supports? Alors détrompez-vous, aujourd'hui, la plupart de nos produits sont des WC sur pied, ceux qu'on revend, puisqu'on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de WC suspendus, puisqu'on a autant des WC suspendus que des WC sur pied sur nos projets. Et après, on a tout type de sanitaires. On a des WC PMR, on a des petits WC, on a des WC carénés, voilà. Donc c'est vraiment tout un ensemble de projets. Et sachez que les bâtis supports, on est aussi capable de les reconditionner. On le fait moins, mais on est aussi capable de le faire. Maxime, Voilà. il y a eu des questions dans le chat sur la partie surcoût financier du tri à la source, Oui. notamment de la mise en œuvre des solutions. Je tenais à préciser qu'il n'y a pas de surcoût financier, puisque la solution Trim Collect en fait vient se substituer finalement au coût que vous payez, parce qu'aujourd'hui il y a un coût de gestion des déchets et la solution Trim Collect ne coûte absolument pas plus cher et donc elle vient se substituer, donc ce n'est pas du tout un surcoût. Je ne l'ai pas précisé effectivement dans ma présentation, mais c'est un point très important. Merci. Alors, si jamais la dépose soignée n'est pas effectuée correctement, donc ça c'est vraiment tout l'enjeu, hein. Moi, ce que je vous conseille et ce que j'ai proposé à Edurenov, c'est que nous on a des clauses types, hein, que vous pouvez intégrer directement dans vos projets, qui permettent de prescrire concrètement comment est-ce qu'il faut déposer et même les pièces de prix qui sont associées. Non, en fait, il faut suivre l'entreprise, hein, pour qu'elle soit capable de le déposer. Et sinon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient maintenant avec des sous-traitants en insertion sur la dépose en elle-même. On est capable nous-mêmes d'aller déposer les matériaux pour éviter justement qu'il y ait de la casse de matériel. Parce que c'est un gros enjeu. Pour vous donner un ordre d'idée, on jette aujourd'hui sur ce qu'on récupère une pièce sur 4. Et je crois qu'il y avait une question sur le déchet en base de plâtre. Alors nous, on réemploie très peu de déchets en plâtre. Ça se recycle plutôt bien si vous le... Mais ça, Quentin aura peut-être une meilleure réponse là-dessus. Donc, pour la question du plâtre, nous mettons des contenants fermés pour maintenir des déchets de plâtre secs, parce qu'effectivement, un taux d'humidité minimum doit être respecté dans le cadre du recyclage de plâtre.
Sur la partie commande publique, nous, on a une petite particularité. Donc, on connaît un peu bien le sujet. Pour vous expliquer, notre équipe d'AMO, elle est intervenue sur plus de 1000 projets depuis 7 ans. Et plus de 50% de ces projets étaient soumis à la commande publique. Donc, en fait, c'est tout à fait faisable. Il y a des petites choses à mettre en place dans le CCTP, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On peut vous envoyer les clauses. Vous allez en effet pas pouvoir cibler concrètement Cycle Up, mais vous allez pouvoir cibler le fait de faire des WC reconditionnés. Après, qu'ils soient par nous ou par d'autres, c'est la même chose. Je pense que Quentin, tu as aussi un peu le même avis. Pareil, exactement la même réponse. Nous avons créé pour vous un lot CCTP déchets qui reprend les spécifications de la réglementation et du tri-cette-flux, la traçabilité, et qui présente un peu la manière de coordonner les déchets de chantier. Et donc ce lot est à votre disposition et effectivement, vous pouvez le structurer sous forme d'appel d'offres. Nous, on répond à votre appel d'offres et donc du coup, il y a une équité en termes de concurrence. Et après, bah, si on gagne, on gagne. Donc c'est ce qu'on a fait avec des bailleurs sociaux en particulier, où dorénavant, il y a un lot déchets dans leur marché. Et donc on y répond. Et si si on a la chance d'être, enfin si on a le plaisir d'être pris, bah, du coup, on travaille avec vous. Après, vous pouvez aussi, je le précise, mais vous pouvez aussi l'imposer, si vous travaillez avec un gestionnaire de compte prorata, vous pouvez aussi l'imposer dans le cadre du prorata en précisant que vous souhaiteriez. Donc là, pareil, on a des paragraphes à vous passer en précisant que vous pouvez, que l'entreprise, vous pouvez pousser vers Trade Collect ou équivalent dans le cadre de paragraphes. Donc ça, c'est ce qu'on fait beaucoup avec les promoteurs. Sur la question là, qui vient de sortir, alors Maxime, tu me confirmes, mais vous aurez un mail suite à comment dire à ce webinaire, et dedans il y aura tout un ensemble d'informations et notamment on pourra vous mettre les clauses CCTP à l'intérieur. Et il y aura notamment en information, enfin comme l'a dit Quentin, nous on aime bien faire des visites et donc nos ateliers sont visitables et donc vous aurez un lien où vous pouvez vous inscrire à différentes visites. Ouais. Tout à fait. Donc, je reprécise, donc, on vous fait un mail après l'événement, peut-être dans la journée ou en début de semaine prochaine, avec l'enregistrement de ce webinaire, la présentation, les contacts des intervenants. Donc, vous pourrez les recontacter aussi pour leur poser des questions, peut-être, ou voilà, demander un exemple de solution. Je précise aussi que nous, on fait pas on préconise pas de recourir à vous, mais voilà, on sait que vos solutions sont pertinentes, donc on les met en visibilité. Mais il y a d'autres sociétés aussi qui font des choses assez équivalentes. Donc, vous pouvez regarder en tant que maître d'ouvrage les autres offres qui existent pour pouvoir faire un comparatif. C'est pas voilà, il y a d'autres acteurs aussi. Dans nos Et- clauses, il n'y a pas marqué Cycle Up ni Train Collect, hein. Il y a marqué des compétences Tout à fait. et des travaux. Il y a eu une question dans le chat, c'est si le tri des déchets est obligatoire, pour quelle raison des BNDIB sont-elles encore enfouies? Bah, parce qu'aujourd'hui, la réglementation n'est tout simplement pas respectée partout en France. Voilà. Parce que c'est nouveau, ça a 4 ans. Et donc, mais effectivement, une BNDIB sur un chantier où il y a du plâtre dedans, d'autres matières, c'est aujourd'hui interdit. Merci beaucoup pour vos présentations. Il n'y a pas plus de questions, je pense, dans le chat. S'il y en a encore, n'hésitez pas à les poser. On a quelques diapos un peu pour conclure le webinaire avec quelques éléments aussi d'annonce qu'on fait, nous, au niveau de EduRénov. Donc, je vais passer ces quelques diapos et on pourra éventuellement reprendre des questions juste après. Donc, déjà, merci beaucoup à nos trois intervenants. Merci à Benoît également pour la présentation de la partie investissement à la Banque des Territoires. Donc c'était très intéressant, je pense, d'avoir ce focus, ce panorama un peu des solutions pour la gestion des déchets et du réemploi. Ça fait une bonne transition parce que du coup, on vous annonce que EduRénov vient de lancer un appel à projet pour promouvoir l'innovation dans la rénovation des bâtiments scolaires. Donc on est là plutôt à destination des sociétés, des entreprises qui proposent des solutions. Donc avec les trois exemples qu'on a vus aujourd'hui, donc, les trois entreprises peuvent répondre à cet appel à projet. L'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions, les mettre en avant et essayer de les valoriser dans l'écosystème de EduRénov pour pouvoir impulser plus d'innovation dans la rénovation des bâtiments scolaires.
Donc, on lance ça et puis ça va se décliner un peu sur toute l'année 2026 avec du coup 2 focus particuliers. Donc, on souhaiterait trouver des solutions, des entreprises qui proposent des solutions sur l'adaptation au climatique et pour avoir un meilleur confort d'été en fait. Et un autre défi sur la partie rénovation responsable, donc qui est très en lien avec les éléments qu'on a vus aujourd'hui, pour avoir des chantiers plus sobres, donc avec du réemploi, de la gestion des déchets, logistique bas carbone, des matériaux décarbonés. Donc ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels on essaye d'avoir, voilà, d'encourager de l'innovation, de montrer des solutions innovantes et de faire se rencontrer l'offre et la demande. Donc il y a un formulaire en ligne qui est ici. On vous met aussi le lien dans le chat. Donc là, c'est pas à destination des maîtres d'ouvrage, des collectivités, mais plutôt à destination des entreprises qui, voilà, comme les 3 sociétés qui ont présenté aujourd'hui, qui souhaitent bah, du coup mettre en avant leurs solutions pour voilà, l'adaptation climatique et la rénovation responsable. Autre petite annonce, c'est que du coup, en 2026, on va avoir d'autres webinaires. Le prochain en date, ce sera le 9 janvier, le vendredi 9 janvier. Donc, pour débuter l'année, on va parler de l'école idéale. Existe-t-il une école idéale? En fait, on va essayer de brosser un peu l'histoire de la construction et des rénovations des écoles en France, en parlant des écoles Jules Ferry, des reconstructions, des écoles plus modernes, des réglementations qui sont appliquées au fur et à mesure pour essayer de dresser un peu des typologies de bâtiments scolaires et voir s'il y a des solutions de rénovation qui sont plus ou moins adaptées aux différentes typologies. Donc voilà, c'est aussi une réflexion qu'on essaie de lancer donc, le vendredi 9 janvier. Et sinon, pour traiter un peu d'une thématique comme aujourd'hui, donc on refait un webinaire sur la même formule avec Benoît Lagante également et 3 autres sociétés qui vont nous parler du sujet plutôt du biosourcé et de la préfabrication dans les projets de rénovation. Et on aura 3 sociétés donc, qui s'appellent Wallup Préfa, Yellow et Technologie Habitat. Donc vous pouvez vous inscrire, ce sera le 12 juin. Donc voilà, vous avez un peu le temps de vous inscrire, mais on l'annonce déjà donc, pour parler plutôt de biosourcé et de préfabrication dans les projets de rénovation. Une petite annonce aussi, on a vu ça sur LinkedIn. Donc c'est le parc Astérix qui est en train de démonter voilà, une structure charpente en bois et qui le met à disposition de qui veut. Donc ils ont notamment identifié pourquoi pas une école. Donc si jamais vous êtes un maître d'ouvrage, vous avez besoin d'une structure en bois pour faire par exemple un préau, on vous partage l'info. Vous pouvez contacter la personne. Donc c'est le charpentier volant qui mettait cela sur LinkedIn. Donc, vous pouvez le contacter et pourquoi pas récupérer cette charpente. Donc, c'est du réemploi très, très, voilà, très pratique, je pense. Donc, n'hésitez pas à le contacter. On n'a pas plus d'infos que ce qui est ici, mais je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Enfin, pour finir, donc plutôt à destination voilà, donc, voilà, des collectivités. Si vous avez un projet de rénovation de bâtiments scolaires, vous pouvez également contacter vos contacts locaux. Donc, dans chaque région, il existe des référents de la Banque des territoires qui peuvent vous conseiller sur les offres de prêts qu'on propose pour les projets de rénovation et vous informer aussi des différentes ressources et de l'ingénierie qu'on propose auprès des Durénov. Mais si vous avez une question générale sur le programme Durénov, moi je reste aussi une clé d'entrée, n'hésitez pas à me contacter sur ce sujet. Voilà, donc si vous n'avez pas encore rejoint le programme EduRénov, n'hésitez pas à le faire. Donc, pour rejoindre la communauté, recevoir les informations sur le programme, c'est un questionnaire en ligne qui dure environ 10 minutes. Vous pouvez le remplir, nous faire part de votre projet, voilà, nous dire où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, et on vous donnera des informations, on espère, utiles pour vous aider à avancer sur votre projet de rénovation. Voilà, donc on a fini la présentation. Un grand merci aux 3 sociétés qui sont venues pitcher leurs produits, donc vraiment très intéressant. Merci Benoît pour la co-organisation de ce webinaire. Je crois qu'il ne reste plus qu'à remercier tout le monde et à nous souhaiter une bonne journée. Merci Maxime. Merci Au revoir. beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous et très bonne journée.